Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Il souffre depuis 2 ans et ne voit pas le bout du tunnel. Savoir prendre le temps. Et ben là, ça va pas du tout. Alors pas du tout. Et c'est même la cata. Aujourd'hui, un mouvement est en marche. En France, on construit de moins en moins de logements. Nous voulons faire appel à des professionnels passionnés par leur métier. Effectivement, les carnets de commandes diminuent aussi. On a moins de travail, donc on a moins de besoin de personnel. En 2021, il y en avait 410 000. Et regardez, l'an dernier, 263 000 seulement. C'est le chiffre le plus bas depuis 1953. Quand on y réfléchit, nous avons tous de bonnes raisons de choisir l'artisanat. L'artisanat, première entreprise de France. L'artisanat du bâtiment traverse donc une crise profonde. Nouveau trimestre de recul de 5%. Même la rénovation énergétique recule. Le président de la CAPEB a déploré ce matin 27 000 emplois détruits l'année dernière dans les petites entreprises. Alors parlons vrai. Faut-il changer la fiscalité sur l'immobilier? À cette question, faut-il un plan de relance du bâtiment pour sauver le secteur? Vous dites oui à 65%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe, est-ce que vous avez entendu forcément ces chiffres à la baisse qui sont plutôt très... Ils sont très alarmants, mais je ne veux pas me prêter à un savoir universel. Je constate la crise, on m'en a beaucoup parlé, mais j'avoue que je ne saurais me substituer aux professionnels pour donner des solutions, et je suis ravi qu'il y en ait un, et vraiment j'écoute. Je ne veux pas me débarrasser du sujet, hein, je l'indique. Là, je risquerais de vous approuver parce que je ne saurais pas vous contredire. Moi, je suis sur la question du social. Il y a la question économique du logement avec cette phrase qu'on m'a répétée. Je suis comme Philippe, plutôt béotienne dans la matière. Quand le bâtiment va, tout va. Quand le bâtiment va pas, rien ne va. C'est un indicateur, c'est un thermomètre en fait, le bâtiment. C'est un thermomètre de la bonne santé du pays, du moral même du pays, parce que pour acheter, comment dirais-je, un appartement, il faut être capable de se projeter, se dire, voilà, dans 10 ans, dans 15 ans, je pourrai. Et même des territoires, parce qu'on parle de l'artisanat. Ouais, alors justement, mais moi je le vois du point de vue social. En réalité, si on le regarde du point de vue politique, avec le recul que j'ai, moi, d'éditorialiste depuis 20 ou 25 ans, je n'ai jamais vu un gouvernement, y compris de mon obédience, gouvernement de gauche, même si Cécile Duflot a fait quelque chose, quelques petits trucs, je n'ai jamais vu un gouvernement qui prend véritablement cette question du logement à bras le corps, véritablement, qui en fait pas une grande cause nationale, blablabla, bla, bla, vraiment une cause nationale réelle, avec un engagement réel, avec une ventilation. Il y a le bâtiment, on a fait beaucoup de choses avec l'ANRU, par exemple, dans les banlieues, dans les cités. L'agence de rénovation urbaine. Vraiment, ils ont fait un travail remarquable, etc. Mais c'est la masse qui manque. Donc, moi, je voudrais véritablement, je vous rejoins là-dessus, Sylvain, il faudrait que le logement, et à chaque fois, les candidats, je sais, alors j'ai perdu une présidentielle avec Ségolène Royal, et j'en ai gagné une avec François Hollande. Donc, et tous les candidats, c'est toujours, oui, le logement, ça va. Et à un moment donné, dans le débat, ce truc-là passe à la trappe, et tous les ans, on se retrouve avec la même chose. Ça va, parce que quand le bâtiment économiquement va, ça donne le sentiment que ça fonctionne. Mais là, quand tout s'effondre, on se rend compte qu'il y a non seulement le problème économique des artisans, avec des destructions massives d'emplois, des morts annoncées, mais il y a le problème des gens pour se loger. Donc là, c'est véritablement un cri d'alarme qu'il faudrait collectivement pousser. C'est pas possible de payer des loyers aussi chers, de pas avoir d'appartement, de pas pouvoir se loger, d'être dans des passoires énergétiques et des bouilloires énergétiques. Ça y est, j'ai fini. Sylvain Lévy-Valency, l'expert dans le domaine. Alors, dans le logement, il faut comprendre une chose. Dans le logement, il y a ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. On ne peut pas concevoir le logement et l'habitat dans une société moderne, démocratique, laïque, sans penser l'aménagement du territoire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, tout est politique dans le logement. Il faut arrêter de tergiverser. C'est pas économique, c'est politique. L'économie sert les intérêts politiques. Et la construction, c'est le sang qui coule dans les veines de la République. C'est comme ça qu'on voit la vitalité d'une démocratie, c'est comme ça qu'on voit la vitalité d'une société capable d'absorber les flux démographiques et capable de loger ses citoyens. C'est un droit qui est inaliénable. C'est le troisième élément de la pyramide de Maslow. Vous savez, la pyramide de Maslow, c'est on cherche à manger, on cherche à boire, on cherche à se protéger. C'est un besoin primaire. Et vous savez pourquoi on maltraite les propriétaires ? Parce que, par essence, l'actif immobilier n'est pas délocalisable. On ne peut pas transporter sa maison au Luxembourg. On ne peut pas l'emmener aux îles Caïmans, par exemple. Par contre, à la vitesse de la lumière, vous pouvez faire transférer des centaines d'euros, des milliers d'euros, des milliards à la vitesse de la lumière, pas la maison. Donc c'est la variable d'ajustement de toutes les politiques pauvres fiscales du pays qui méprisent
depuis d'ailleurs l'élection d'Emmanuel Macron, un mépris total de ces 2 700 000 foyers qui vivent dans un état d'urgence, de ces 4,5 millions de personnes à la rue complète. Je prends le 30e rapport de la Fondation Abbé Pierre avec la génération bidonvilloise. C'est un drame national. Voilà. Je peux vous poser une question? Qu'est-ce que vous pensez des réquisitions, justement? Il y a 500 000 logements, par exemple, qui sont vides à Paris. Est-ce que vous pensez qu'on doit réquisitionner? Il faut qu'on arrête. Non, mais dites-moi. Attendez, Françoise, il faut qu'on arrête de dire que les propriétaires sont des salauds de capitalistes qui exploitent les pauvres locataires. Il faut qu'on arrête. Le coefficient de détention en France, il est de 1,1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les foyers français ont en moyenne 1,1 bien. C'est une moyenne nationale. Alors, c'est vrai que selon les données de l'INSEE, on a à peu près 15% du volume qui possède plus de 5 appartements. Hein. Voilà. Attendez. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que ces personnes-là ont besoin des loyers pour leur retraite, ont besoin pour constituer leur patrimoine. C'est un des éléments moteurs. Mais quand on parle des logements vides, on ne parle pas de le logement vide. Le logement vide. Attention, de quoi on parle? Aujourd'hui, quand un propriétaire loue un appartement, et je sais bien de quoi je parle, il a un rendement négatif. Vous savez, ça veut dire un rendement négatif? Ça veut dire qu'il perd de l'argent. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il le loue, il perd de l'argent. Tu me prends vraiment pour des billes, en fait. Écoute. Non, il vous a bien jugé. Je vais vous dire, ma chère Françoise, mon cher Philippe, est-ce que vous consentiriez à louer votre appartement et en perdant de l'argent tous les mois avec votre locataire? Je pense que vous auriez une certaine limite. Eh bien, écoutez, il y a des milliers de propriétaires qui disent aujourd'hui, je préfère ne pas louer parce qu'aujourd'hui, c'est une tannée. Alors, je vais vous dire, il n'y a plus d'aide à la pierre. Il n'y a plus d'aide. Par exemple, il n'y a pas d'amortissement possible pour une personne physique. Alors c'est quoi l'amortissement? C'est je déduis une toute petite partie de la valeur de mon bien chaque année qui me permet de le déduire de mes impôts. C'est-à-dire je donne un peu de pouvoir d'achat aux propriétaires. Pourquoi? Pour faire des travaux, par exemple. Mais quand on voit qu'on a les charges, quand on voit qu'on a une chute de revenus, parce que quand vous serez à la retraite et que votre revenu va baisser de 40% en moyenne, qu'on appelle le taux de remplacement, en moyenne, je parle d'une moyenne, il y en a qui gagnent beaucoup plus. Eh bien, je vais vous dire, vous serez très content de toucher les 600 € de loyer d'un studio que vous avez mis 20 ans à rembourser ou 30 ans à rembourser à force de travail. Il faut arrêter de prendre les propriétaires pour des abrutis, pour des vaches à lait, la variable d'ajustement. C'est important de dire aussi que... Allez-y, Philippe Bidja. Non, si vous avez Comment voyez-vous, Sylvain, une politique qui serait équilibrée entre, comme vous venez de le dire, la défense des droits des propriétaires et en même temps la détresse sociale? On a la solution. Que beaucoup de gens on a la solution. Alors, on a la solution. On résout la crise du logement en 24 mois. Et je m'appelle pas Donald. Alors, je vais vous dire une chose. La première chose à faire pour les propriétaires, c'est faire ce qu'on appelle un statut du bailleur privé. C'est un peu barbare ce que je dis. C'est quoi? C'est un statut sanctuarisé, d'accord, dans une loi de programmation. C'est-à-dire dans une loi qui ne revient pas au projet de loi de finances chaque année. Donc, qui sanctuarise les 6 années fiscales. Quand vous sanctuarisez 6 années de fiscales et que vous êtes un petit investisseur, qu'est-ce que vous ressentez? De la confiance. Et l'algorithme de la confiance, c'est le mécanisme de la prospérité nationale aujourd'hui. Ça, c'est un premier. D'accord, ça je suis d'accord. Le deuxième point, c'est que si vous leur donnez cette capacité, vous leur dites donnant. Je vous donne un statut, vous pouvez déduire une partie de vos impôts. Par contre, vous rénovez et vous augmentez pas trop les loyers. Ils vont dire d'accord, on est d'accord. Donc cette première solution, cette solution-là réinjecterait pratiquement 800 000 logements. Je peux le dire, on a les statistiques. Deuxième point, le logement aujourd'hui, c'est le logement, mais qu'il soit social ou privé, c'est la même chose. Mais savez-vous, mon cher Philippe, que 62% des personnes qui vivent dans le parc locatif privé, ce petit bailleur, sont éligibles au logement social? Question, pourquoi ils ne vont pas dans le logement social? Tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Vous savez combien il y a eu d'autorisation d'urbanisme l'an dernier? 80 000 logements sociaux. Je ne sais pas, vous vous rendez compte? Vous savez combien d'habitants, combien il y avait d'autorisation d'urbanisme en 1984? 80 000. Différence entre 84 et 2025. 17 millions d'habitants supplémentaires. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est un fléau et une catastrophe nationale qui touche la France, mais l'ensemble des pays d'Europe. Et quand je dis que c'est politique, voilà ce qu'a fait Macron. Il a congédié l'impôt sur la fortune pour faire un impôt sur la fortune immobilière. Donc il a frappé de plein fouet les personnes qui détenaient un patrimoine indélocalisable. Et on a vu réduction du loyer de solidarité. Il a obligé les bailleurs sociaux à ponctionner dans leur trésorerie. Donc ils ne construisaient plus. Donc ils ne louaient plus. Pour justement compenser les problématiques de gestion fiscale des communes et des collectivités locales. Ça, c'est un crime. Et le président Macron
sera comptable devant l'histoire de cette crise-là. Parce que je peux vous dire que ce qui se prépare, quand on a vu les Gilets jaunes, dont le feu s'est allumé parce qu'il y avait eu un post sur YouTube d'une personne qui disait j'en ai plein de dos. La hausse de carburant. La hausse du carburant, vous allez voir comment ça va s'allumer. On sait que ça va s'allumer, on ne sait pas quand. Et je peux vous dire que là, ce que je souhaite, la seule chose que je souhaite, comme tous les professionnels, c'est qu'on s'empare du phénomène de la crise du logement et qu'elle soit l'élément central des rendez-vous électoraux. Oui, on est tous là. Moi, est-ce qu'on manque pas de créativité? J'ai un ami qui me racontait, par exemple, comment ça se passe dans certains pays. La créativité pour encourager, parce qu'il y a ce que vous dites, on est tous d'accord. Comment on encourage les gens à acheter des logements? Vous savez qu'il y a des systèmes de loterie, en fait, où quand vous êtes tiré au sort, vous pouvez acheter votre logement à 30% moins cher. J'ai un ami en Israël qui a fait ça, pour tout vous dire, il y a 2 mois. Et en fait, ça incite complètement, ça crée un cercle de vertu. C'est-à-dire que vous achetez un appartement 20% moins cher, vous êtes bien, ça encourage tout votre écosystème à le faire. Est-ce qu'on ne manque pas finalement d'imagination? La France a créé le droit de propriété. Si je vous dis liberté, égalité, vous dites quoi après? Éternité. Bah non, vous dites liberté, égalité, propriété. De 1789 à 1791, après la Constituante, ça s'appelait liberté, égalité, propriété. Et à un moment donné, ils ont décidé de dire non, propriété, ça fait un peu bourgeois, on va mettre liberté. Ça veut dire que toute la bataille de la Révolution s'est construite autour du droit de propriété. Et la France a inventé le droit de propriété, les 3 attributs de la propriété qu'on appelle l'abus, le fructus et l'usus, c'est-à-dire de dire qu'aujourd'hui, acheter un bien, aujourd'hui, maintenant, ça devient presque pas bien. Aujourd'hui, il faudrait être digital nomade, comme dit notre cher président. Ouais, mais il a raison. Et il dit également... Parce qu'il préfère les anywhere au somewhere. Je vous donne 2 chiffres. Mais ça, attendez, je vous donne 2 chiffres. Il nous reste 30 secondes. 2 chiffres. 17% des étudiants n'ont pas pu faire leurs études faute de logement. Septembre 2024. 22% des jeunes actifs arrivés en ville n'ont pas trouvé de logement, donc ils ont renoncé au contrat de travail qu'on leur proposait. Voilà. D'accord, super. Moi j'adore, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, c'est pour ça qu'on l'a évoqué. En tout cas, merci beaucoup Philippe Bilger d'avoir été avec nous. Merci Françoise Degois, merci Sylvain Lévy-Valency. On vous retrouve dans un instant avec vos invités. Sylvain, de quoi parle-t-on? Absolument, j'ai une petite blague pour notre ami Bilger. Quand les voyous ont dit que pourrait rapporter la vente des bijoux de Kim Kardashian, on leur a répondu à la police, 20 ans de placard, les bénéfices ça se divise, et les peines de prison ça s'additionne. Voilà. Et on va se retrouver bien évidemment, on va trêve de plaisanterie, c'est pour finir pour une bonne note, à partir de 19h après le journal, pour parler éco-transition, du besoin primaire des Français. Et croyez-moi, c'est un peu la dent creuse dans les territoires. Jean-Christophe Repon, le patron de la CAPEB, est avec nous dans quelques instants. Soyez les bienvenus, en tout cas, avec, on va parler IMO avec, bien sûr, Sylvain Lévy-Valency dans un instant. Appelez-moi Georges. Jusqu'à 20h. Je suis fatigué, monsieur.